Le sang était encore chaud lorsque le dernier soupir s'échappa des lèvres peintes de rouge. Anne de Joyeuse, le plus beau des mignons d'Henri III, gisait sur le sol de marbre froid du palais du Louvre, ses cheveux dorés dispersés comme un halo profané, tandis que l'écho des lames résonnait encore dans les couloirs sombres de la cour française. Nous étions le 20 octobre 1587, et la mort était arrivée non par l'honneur du champ de bataille, mais par les mains tremblantes d'hommes rongés par une jalousie si viscérale qu'elle avait transformé la plus raffinée des cours d'Europe en un abattoir silencieux. Mais pour comprendre l'horrible brutalité de ce moment, il faut remonter le temps, à l'époque où les mignons régnaient tels des dieux mortels dans les salons dorés de Versailles, et où le roi de France lui-même murmurait des secrets, des tâtes à l'oreille parfumées de jeunes hommes si beaux qu'on aurait dit qu'ils étaient sculptés par des anges déchus. C'était une ère où le pouvoir ne se manifestait pas seulement par l'épée et la couronne, mais par la séduction, la beauté et une intimité aussi dangereuse que les conspirations qui bouillonnaient dans l'ombre de la monarchie française. Henri III était monté sur le trône en 1574 à l'âge de 23 ans, avec des yeux en amande qui brillaient d'une intelligence acérée et d'une sensualité qui scandalisait même la cour la plus libertine d'Europe. Contrairement à ses prédécesseurs, qui gouvernaient par la force brute et des alliances matrimoniales calculées, Henri avait découvert que la beauté masculine pouvait être une arme politique aussi létale que n'importe quelle armée. Ces mignons, mot qui en ancien français signifiait « favori chéri », n'étaient pas seulement des compagnons. Ils étaient l'extension de sa volonté, ses mains invisibles qui atteignaient les recoins les plus secrets du royaume. Parmi eux, Anne de Joyeuse se distinguait comme une créature presque surnaturelle. À 17 ans, lorsqu'il arriva pour la première fois à la cour, son visage possédait une androgyne troublante qui faisait soupirer les duchesses en secret et détourner le regard des cardinaux, rongés par une culpabilité qu'ils ne pouvaient dissimuler. Ses cheveux, naturellement dorés comme le blé mûr au soleil d'août, tombaient en vagues soyeuses jusqu'aux épaules, encadrant un visage aux traits si délicats qu'on aurait dit qu'ils avaient été ciselés par Michel-Ange dans ces moments d'inspiration divine. Mais c'étaient ses yeux, d'un bleu aussi profond que la Méditerranée au crépuscule, qui capturaient les âmes et les emprisonnaient dans une toile de fascination et de terreur. Le roi l'avait découvert lors d'une partie de chasse dans la forêt de Fontainebleau, quand Anne, alors simple jeune noble provinciale, était apparue juchée sur un cheval noir, avec une élégance naturelle qui faisait paraître les courtisans les plus expérimentés comme de rustres paysans. Henri III, qui jusqu'alors avait résisté au charme d'innombrables prétendants, sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une faim qui n'était pas seulement charnelle, mais politique, un besoin de posséder non seulement le corps de ce jeune homme, mais son âme, sa loyauté, son existence tout entière. La même nuit, dans les appartements privés du roi, éclairés uniquement par des bougies en cire d'abeille projetant des ombres dansantes sur les murs de soie dorée, Henri III murmura à l'oreille d'Anne des paroles qui scellèrent leur destin à tous deux. « Tu seras mon miroir, ma voix quand je ne pourrai parler, mes yeux quand je ne pourrai voir. En échange, je t'offrirai un pouvoir dont tout un royaume t'enviera. » C'est ainsi qu'est née une relation transcendante, aux limites floues entre amour, politique et obsession, un lien si intense qu'il transforma la cour française en une cocotte-minute prête à exploser. Pendant les 2 premières années, de son ascension au cœur du roi, Anne de Joyeuse vécut comme un prince sans couronne. Il recevait terres, titres et richesses qui faisaient grincer les dents d'envie au duc centenaire. Chaque jour, son influence grandissait tel un poison, se nourrissant des chuchotements et des intrigues. Les ambassadeurs étrangers arrivaient à Paris en sachant que pour obtenir audience auprès d'Henri III, ils devaient d'abord conquérir les faveurs de son mignon doré. Anne était devenue le filtre par lequel le pouvoir royal s'écoulait et il savait exactement comment utiliser cette position. Mais ce qui troublait le plus la noblesse française n'était pas seulement l'influence politique d'Anne, c'était la nature intime et presque conjugale de sa relation avec le
Roy. On les voyait ensemble en toutes circonstances. Aux messes matinales, quand Henri III exigeait qu'Anne s'agenouille à ses côtés, aux banquets nocturnes, où le roi servait personnellement les plats les plus raffinés à son favori, et, surtout lors des longues nuits d'hiver, où les portes des appartements royaux restaient closes, et seuls les chuchotements les plus intimes résonnaient derrière les murs épais de pierre. Pierre de l'Estoile, chroniqueur de l'époque, écrivit dans son journal secret « Le roi aime ce jeune homme d'une passion qui dépasse les limites de la raison et de la décence. J'ai vu Sa Majesté embrasser les mains d'Anne en public, caresser ses cheveux pendant les audiences et susurrer à son oreille des mots qui font rougir le jeune homme comme une damoiselle. Dieu nous pardonne, mais je crains que la France ait deux rois, et le plus beau d'entre eux n'a pas une goutte de sang royal. » Ces mots, rédigés à la lueur vacillante des chandelles, révélaient le malaise croissant qui s'emparait non seulement de la cour, mais de toute l'aristocratie française. La métamorphose physique d'Anne, durant ses années d'ascension, fut spectaculaire et inquiétante. Le jeune paysan de Joyeuse avait complètement disparu, remplacé par une créature d'une beauté presque artificielle. Ses cheveux, désormais entretenu par un parfumeur particulier venu tout droit de Florence, brillait d'huiles exotiques coûtant plus que le salaire annuel d'un artisan. Sa peau, naturellement claire, était devenue un alabastre poli, fruit de bains quotidiens dans du lait de chèvre mêlé d'essence de rose et de lavande. Mais ce qui scandalisait le plus, c'étaient ses vêtements, des soies orientales aux tons bleu céleste et or, brodés de fils d'argent et ornés de perles d'Orient, coûteuses à outrance, faisant pâlir de jalousie les reines les plus somptueusement vêtues. Ce que peu savaient, c'était qu'au-delà de cette façade de luxe et de beauté, Anne de Joyeuse avait développé une intelligence politique aiguë comme une lame de rasoir. Il comprenait que sa position dépendait non seulement de maintenir le roi passionné, mais de devenir indispensable au fonctionnement même du royaume. Progressivement, il commença à placer ses propres hommes dans les postes clés de l'administration royale. Ses frères reçurent des commandes militaires importantes, ses cousins furent nommés à des fonctions diplomatiques cruciales, et un réseau silencieux de loyauté se forma autour de lui. C'est lors des audiences privées, tenues dans une chambre secrète adjacente aux appartements royaux, qu'Anne exerçait véritablement son pouvoir. Les nobles déchus de la faveur royale réalisaient qu'un mot chuchoté par Anne à l'oreille du roi pouvait restaurer leur fortune. Les marchands recherchant des privilèges commerciaux apprenaient que des cadeaux précieux déposés discrètement dans les appartements du Mignon étaient plus efficaces que des pétitions officielles. Et les diplomates étrangers comprenaient qu'Anne de Joyeuse était devenue non seulement le favori du roi, mais le véritable canal par lequel la volonté royale se manifestait. Mais le pouvoir, comme Anne le découvrirait bientôt, est une substance corrosive qui élève autant qu'elle détruit. À chaque faveur accordée, à chaque influence exercée, à chaque chuchotement échangé avec le roi, Anne créait non seulement des alliés, mais des ennemis mortels. La vieille noblesse française, qui avait servi la couronne pendant des siècles, commençait à voir en ce jeune provincial une menace existentielle à l'ordre établi. Comment un garçon sans lignée, sans titres héréditaires, sans sang noble pouvait-il exercer plus de pouvoir que des ducs dont les familles remontaient aux croisades? Le duc de Guise, chef de la Ligue catholique et homme dont l'ambition rivalisait seulement avec sa cruauté, fut le premier à articuler ce que beaucoup pensaient, mais n'osaient dire. Lors d'une réunion secrète dans sa propriété en Champagne, à l'hiver 1585, Guise réunit les principaux opposants au régime d'Henri III. La réunion, éclairée uniquement par des torches projetant des ombres sinistres sur les murs de pierre nue, avait un seul but: discuter des moyens de neutraliser l'influence des Mignons et particulièrement celle d'Anne de Joyeuse. « Messieurs, » déclara Guise, sa voix basse et menaçante résonnant dans la chambre glaciale, « la France est gouvernée par des sodomites et des libertins. Le roi a perdu la raison, aveuglé par la beauté de garçons qui devraient servir dans les écuries, non dicter la politique royale.
Cet Anne de Joyeuse est devenu plus dangereux que n'importe quelle armée ennemie, car il corrompt le cœur, même du royaume. Ces mots tombèrent sur l'assemblée comme des graines venimeuses, destinées à germer bientôt en conspiration sanglante. Mais Anne n'était pas dupe. Grâce à son propre réseau d'espions, de jeunes nobles mineurs qu'il avait placés stratégiquement dans plusieurs maisons aristocratiques, il savait que des mouvements se tramaient contre lui. Ce qui le troublait le plus n'était pas les menaces extérieures, mais l'instabilité émotionnelle croissante du roi lui-même. Henri III, qui au début de son règne faisait preuve d'une passion ardente mais contrôlée, commençait à montrer des signes d'un amour frôlant l'obsession pathologique. Le roi en vint à suivre Anne partout dans le palais, incapable de rester séparé de son favori plus de quelques heures. Lors des repas, Henri III exigeait qu'Anne s'assit non seulement à sa droite, mais si près que leurs jambes se touchaient sous la table. La nuit, le roi exigeait qu'Anne reste dans ses appartements jusqu'à son endormissement et se réveillait souvent en plein milieu de la nuit pour l'appeler, juste pour s'assurer que le jeune homme était encore au palais. Cette dépendance émotionnelle grandissante commença à effrayer Anne lui-même, qui réalisait qu'il était devenu prisonnier du même pouvoir qui l'avait élevé. Le père jésuite Edmond d'Auger, confesseur royal, laissa des écrits troublants sur l'état mental d'Henri III durant cette période. Sa Majesté me confesse des péchés que je n'ose même pas consigner dans ces pages. Son obsession pour ce jeune dépasse les limites de la raison et de la foi. Il parle d'Anne comme les mystiques parlent de Dieu, avec une dévotion à la fois sublime et blasphématoire. Je crains pour l'âme de notre roi, mais plus encore, je crains pour le destin de la France entre les mains d'un monarque qui a perdu la capacité de distinguer l'amour de la folie. La situation devint encore plus tendue quand les autres mignons réalisèrent que la position d'Anne n'était pas seulement privilégiée, mais apparemment intouchable. Épernon, Darques et Maugiron, les autres favoris royaux, découvrirent que peu importe leur charme, leur intelligence ou leur utilité, ils ne pourraient jamais occuper la place spéciale qu'Anne avait conquise dans le cœur du roi. Cette constatation engendra une jalousie interne parmi les mignons, aussi destructrice que l'hostilité externe de la noblesse traditionnelle. Jean-Louis de Nogaret de la Valette, duc d'Épernon, était particulièrement consumé par une envie qui rongeait son âme comme de l'acide. À 25 ans, il possédait une beauté brune et masculine, contrastant fortement avec l'androgynie éthérée d'Anne. Épernon était arrivé à la cour 2 ans avant Anne, et pendant un bref instant, il avait été le favori principal. L'arrivée du jeune de Joyeuse avait non seulement mis fin à son ascension, mais l'avait relégué à un rôle secondaire qu'il jugeait intolérable. Lors d'une audience privée en mars 1586, Épernon fit une tentative désespérée pour reconquérir la primauté sur Anne. Il découvrit, grâce à une espionnage minutieuse, qu'Anne entretenait une correspondance secrète avec des agents espagnols, non par trahison, mais dans le cadre d'un réseau complexe de renseignements, l'aidant à anticiper les mouvements politiques internationaux. Épernon présenta ses lettres au roi comme preuve qu'Anne était un traître vendu aux intérêts de Philippe II d'Espagne. La réaction d'Henri III fut explosive et révélatrice. Plutôt que d'enquêter sur les accusations ou de confronter directement Anne, le roi entra dans une fureur telle que les serviteurs se cachèrent dans les coins les plus reculés du palais. Il agrippa Épernon par les cheveux en criant « Comment oses-tu calomnier celui qui est plus précieux pour moi que ma propre vie ?» Ces lettres prouvent seulement qu'Anne est suffisamment intelligent pour défendre mes intérêts mieux que vous tous. Puis, dans un geste qui choqua même les courtisans les plus habitués aux excès royaux, Henri III gifla Épernon si violemment que le duc tomba à terre, le visage marqué par les anneaux royaux. Cette humiliation publique d'Épernon marqua un point de non-retour dans la dynamique interne des mignons. Ce qui avait été une compétition devint un désir de mort. Épernon, le visage encore bouffi par la gifle royale, jura silencieusement de faire payer Anne pour cette honte. Non seulement en le dépouillant de sa position de favori, mais en le détruisant complètement.
Et il n'était pas seul dans ce désir de vengeance. Maugiron et d'Arc, réalisant que leur propre survie à la cour dépendait de la chute d'Anne, commencèrent à s'allier secrètement à Épernon. Ils formèrent une conspiration dans la conspiration, un noyau de haine au cœur même de l'entourage royal. Lors de rencontres nocturnes organisées dans les appartements d'Épernon, éclairés uniquement par la lumière vacillante d'une bougie solitaire, ils préparèrent non seulement la chute politique d'Anne, mais sa destruction physique. Pendant ce temps, Anne de Joyeuse vivait dans un état de vigilance constante qui commençait à affecter son apparence et sa santé mentale. Ses cheveux dorés, autrefois lumineux comme de l'or poli, perdirent peu à peu leur éclat. Sa peau, alabastrine, présenta désormais une pâleur maladive, résultat de nuits blanches passées à écouter des bruits dans les couloirs et à interpréter chaque chuchotement comme une menace potentielle. Ses yeux bleus, autrefois cristallins et confiants, développèrent une qualité fiévreuse, constamment en mouvement, tels ceux d'un animal acculé. Le roi, conscient de l'anxiété croissante de son favori, tenta de l'apaiser en augmentant encore ses privilèges. Il lui nomma des gardes personnels, lui offrit des appartements encore plus proches des siens et en vint à interdire à Anne de quitter le palais sans escorte royale. Mais ces mesures, loin de rassurer Anne, ne firent que confirmer ses pires craintes. Il était devenu non seulement une cible, mais un prisonnier doré dont la seule sécurité dépendait de la proximité constante d'un roi clairement en train de perdre la raison. La première tentative réelle contre la vie d'Anne eut lieu en juillet 1586, lors d'un banquet en l'honneur de l'ambassadeur vénitien. Le dîner se déroulait dans la grande salle du Louvre, éclairé par des centaines de bougies dans des candélabres en argent qui faisaient briller les bijoux des convives comme des étoiles. Anne, assis à la droite du roi, comme à son habitude, venait de porter à la bouche un morceau de faisan rôti lorsqu'il nota une saveur amère inhabituelle. Son expérience de la cour lui avait appris à faire confiance à ses instincts, et quelque chose dans le goût de cette viande l'alerta d'un danger mortel. Discrètement, Anne cracha la viande dans son mouchoir de soie, feignant d'essuyer ses lèvres, et murmura à l'oreille du roi « Majesté, je crois que ma nourriture a été empoisonnée. » Sans hésiter une seconde, Henri III se leva de table et ordonna que personne ne touche plus à la nourriture. Les médecins royaux furent immédiatement appelés et les analyses ultérieures confirmèrent que le plat d'Anne avait été contaminé par une dose d'arsenic suffisante pour le tuer en quelques minutes. L'enquête qui s'ensuivit fut rapide et brutale. Sous la torture, l'un des cuisiniers avoua avoir été soudoyé par un homme masqué qui lui avait promis une fortune en échange de l'empoisonnement d'Anne. Le cuisinier fut exécuté publiquement, mais le véritable commanditaire ne fut jamais identifié. Cependant, Anne n'avait aucun doute sur l'orchestrateur de la tentative. Ses propres compagnons mignons avaient franchi la ligne entre rivalité et assassinat. Cet événement marqua le début d'une guerre silencieuse et mortelle, au sein même des appartements privés du palais royal. Anne, certain désormais que sa vie était constamment en danger, commença à prendre ses propres mesures défensives. Il recruta secrètement quelques soldats de la garde royale fidèles, leur offrant des récompenses généreuses en échange d'une protection discrète. Plus importante encore, Anne commença à documenter toutes les conspirations qu'il découvrait, constituant un dossier secret qui pourrait servir de preuve si quelque chose lui arrivait. Mais la paranoïa est une maladie contagieuse qui se répand à la cour comme une peste. Le roi, déjà émotionnellement instable, devint encore plus possessif et jaloux envers Anne. Henri III en vint à interpréter toute conversation entre Anne et d'autres courtisans comme une possible trahison, toute absence prolongée du favori comme un abandon, tout signe de fatigue ou d'inquiétude chez Anne comme la preuve qu'il était courtisé par des ennemis. La relation entre eux, qui avait commencé comme une passion et évolué en dépendance, était désormais une forme de folie partagée. Pendant l'hiver de 1586, la situation devint encore plus complexe avec l'arrivée de Marie de Montpensier à la cour. La jeune duchesse,
sœur du duc de Guise, était une femme d'une beauté extraordinaire et d'une intelligence politique redoutable. À 22 ans, elle possédait des cheveux châtains aux reflets cuivrés à la lueur des bougies, des yeux verts qui semblaient voir à travers les âmes, et une élégance naturelle qui rendait même Anne artificielle en comparaison. Mais plus que sa beauté, Marie portait en elle une mission secrète: séduire et détruire l'homme qui était devenu le principal obstacle au plan politique de sa famille. Marie s'établit à la cour comme une présence à la fois fascinante et dangereuse. Elle avait le rare talent d'être à la fois séduisante et respectable, capable de converser de théologie avec les cardinaux le matin et de glisser des insinuations érotiques à l'oreille des jeunes courtisans le soir. Sa stratégie vis-à-vis d'Anne était particulièrement sophistiquée. Plutôt que de l'attaquer directement ou de rivaliser pour sa position, elle se présenta comme une alliée compatissante, une personne qui comprenait les pressions, unique d'être le favori royal. Leurs premiers échanges eurent lieu lors des messes dominicales à la chapelle royale. Elle se plaçait stratégiquement juste à côté d'Anne, sans jamais l'aborder directement. Au lieu de cela, Marie laissa Anne initier le contact. Intrigué par cette femme qui semblait être la seule à la cour à ne montrer ni jalousie ni intérêt romantique pour lui. Lorsqu'ils enfin parlèrent, lors d'une réception en janvier 1187, Anne découvrit en Marie une intelligence rivalisant avec la sienne et une compréhension des intrigues de cour que peu possédaient. « Monsieur de Joyeuse », lui dit-elle, lors de leur première conversation privée, tenue dans une alcôve discrète des jardins d'hiver du palais, « j'admire votre capacité à maintenir votre position au milieu de tant de dangers. Cela doit être terriblement solitaire d'être tant aimé du roi et tant détesté de tous les autres. » Ces paroles, prononcées d'un ton de sincère compassion, touchèrent une plaie ouverte dans l'âme d'Anne. Pour la première fois depuis des mois, il trouvait quelqu'un qui semblait comprendre réellement sa situation. Ce qu'Anne ne percevait pas, c'était que chaque mot de Marie était soigneusement planifié. Elle avait étudié sa cible avec la dévotion d'un général préparant une campagne militaire. Marie savait exactement quelles étaient les faiblesses émotionnelles d'Anne, quelles étaient ses peurs les plus profondes, et comment utiliser sa solitude grandissante comme une arme contre lui. Peu à peu, à travers des rencontres apparemment fortuites et des conversations paraissant spontanées, Marie sema le doute dans l'esprit d'Anne quant à la nature de sa relation avec le roi. « T'es-tu déjà demandé ?» chuchota-t-elle, lors d'une promenade dans les jardins en mars 1587, « ce qui arrivera lorsque le roi se lassera de toi ou lorsqu'il mourra. Tu n'as pas de famille propre, pas d'héritier, pas de terre ne dépendant pas de la générosité royale. Ta position est bâtie sur du sable mouvant, et tu dois savoir que le sable mouvant finit toujours par engloutir. » Ces mots, plantés comme des graines empoisonnées, commencèrent à germer dans l'esprit d'Anne, alimentant des angoisses qu'il s'efforçait désespérément de réprimer. Mais Marie ne se contentait pas de manipuler Anne sur le plan émotionnel. Elle collectait également des informations précieuses sur les routines du palais, les horaires des gardes, les habitudes personnelles du favori royal, et surtout sur les failles dans la sécurité qui protégeaient Anne. Chaque détail qu'elle découvrait était soigneusement transmis à son frère, le duc de Guise, qui orchestrait un plan bien plus ambitieux que la simple éviction d'Anne de la cour. Guise avait compris qu'Anne de Joyeuse n'était pas seulement un obstacle politique, mais le symbole de tout ce qui était de travers dans le règne d'Henri III. La mort d'Anne ne serait pas seulement un assassinat, mais un acte symbolique démontrant la vulnérabilité du roi et la faillite morale de son gouvernement. Plus encore, la mort du favori royal pourrait être le catalyseur dont Guise avait besoin pour justifier une rébellion ouverte contre le trône. Lors d'une réunion secrète en avril 1587, tenue dans une maison sûre à Paris, Guise présenta son plan final aux conspirateurs. « Messieurs, l'heure est venue de purifier la France de cette plaie morale qui nous ronge.
Anne de Joyeuse doit mourir, mais sa mort doit être publique, brutale et symbolique. Il doit mourir d'une manière qui humilie non seulement lui, mais le roi lui-même qu'il protège. Et sa mort doit sembler le résultat d'une querelle entre mignons, pour que personne ne puisse nous accuser directement. Le plan était diabolique dans sa simplicité. Épernon serait provoqué publiquement par des alliés de Guise, jusqu'à ce qu'il défie Anne en duel. Le duel serait apparemment équitable, mais la lame d'Anne serait volontairement endommagée pour se briser au moment crucial, le laissant sans défense face à Épernon. La mort serait techniquement honorable, le résultat d'un duel chevaleresque. Mais en réalité, un assassinat minutieusement orchestré. Pour que le plan fonctionne, Anne devait accepter le duel, ce qui nécessitait une provocation si grave qu'il ne pourrait refuser sans perdre totalement son honneur. C'est là que Marie de Montpensier joua son rôle le plus crucial. Lors d'une conversation particulièrement intime, en mai 1587, elle sema la graine qui finirait par engendrer la tragédie finale. « Anne, dit-elle, ses mains touchant délicatement les siennes, alors qu'il se promenait dans les jardins, et me privait du palais. Il faut que je te dise quelque chose que j'ai découvert, même si je sais que cela peut te blesser profondément. » Elle raconta alors une histoire savamment construite sur la façon dont elle aurait surpris Épernon en train de parler avec d'autres courtisans, décrivant avec des détails graphiques et humiliants la supposée nature physique de la relation entre Anne et le roi. Selon Marie, Épernon non seulement ridiculisait Anne comme un prostitué raffiné, mais avait juré publiquement de dévoiler la lâcheté du favori royal en le défiant en duel, chose qu'il n'oserait jamais accepter. La réaction d'Anne fut exactement ce que Marie attendait. Ses yeux bleus se remplirent d'une fureur glaciale et mortelle, ses mains tremblèrent d'une rage qu'il éprouvait rarement, et pour la première fois depuis des mois, toute l'anxiété et la peur qui le rongeait furent remplacées par un désir pur de vengeance. « Ce bâtard !» murmura-t-il, sa voix basse et dangereuse. « Il va découvrir exactement ce qu'il en coûte de me défier. » La même nuit, Anne trouva Épernon dans ses appartements. La confrontation fut brève, mais intense. Anne, avec une dignité glaciale qui faisait briller ses yeux comme des diamants, informa Épernon qu'il savait pour ses calomnies et exigeait réparation immédiate. Épernon, qui avait été préparé à ce moment, accepta le défi avec une joie à peine voilée. Le duel fut fixé à l'aube du 20 octobre 1587, dans les jardins privés du palais, à l'abri des regards indiscrets, mais en présence de témoins, suffisants pour que le résultat soit largement connu. Les 2 semaines précédant la mort d'Anne de Joyeuse furent un temps de calme surnaturel, en contraste frappant avec les mois de tension qu'il avait traversés. Il semblait avoir trouvé une paix intérieure qui surprit même le roi. Henri III, qui s'était opposé violemment au duel lorsqu'il en apprit l'existence, se trouva incapable de décourager Anne de sa décision. Le favori royal avait finalement trouvé quelque chose de plus important que la sécurité, voire la vie, son honneur. Durant ces dernières semaines, Anne passa de longues heures à écrire des lettres qu'il n'enverrait jamais, à méditer dans la chapelle royale pendant les heures les plus silencieuses de la nuit, et à régler ses affaires personnelles, avec une méticulosité suggérant qu'il pressentait ce qui l'attendait. Il rédigea un testament léguant ses biens à des œuvres de charité, écrivit des lettres de pardon à ceux qu'il considérait comme ses ennemis et passa ces dernières nuits non dans les appartements royaux, mais dans sa propre chambre, seul avec ses pensées et ses préparatifs. Le matin du 20 octobre 1587 se leva froid et nuageux, une brume dense recouvrant les jardins du Louvre comme un linceul. Anne se réveilla avant l'aube, s'habilla avec un soin méticuleux, choisissant des vêtements simples mais élégants, ne restreignant pas ses mouvements, et passa la dernière heure avant le duel agenouillée en prière dans sa chapelle particulière. Ses cheveux dorés, coiffés simplement en arrière, brillaient à la lueur douce des bougies votives, et son visage exprimait une sérénité presque sainte, contraste saisissant avec la tension des mois précédents. Lorsqu'Anne sortit de
ses appartements pour rejoindre le lieu du duel, il trouva le roi qui l'attendait dans le couloir. Henri III était visiblement en proie à une agonie émotionnelle. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, ses mains tremblèrent de façon incontrôlable, et sa voix se brisait lorsqu'il supplia une dernière fois « Anne, mon cher Anne, ne fais pas ça, je te l'interdis. Je suis ton roi, et j'ordonne que tu n'y ailles pas. » Mais Anne, avec une douceur qui brisa le cœur de tous les témoins, embrassa les mains du roi et répondit « Majesté, vous m'avez tout donné dans la vie, pouvoir, richesse, amour. Accordez-moi maintenant la dernière chose dont j'ai besoin, le droit de mourir avec honneur. » Le lieu choisi pour le duel était un petit pré circulaire entouré de hauts arbres, situé dans la partie la plus isolée des jardins royaux. La brume matinale flottait encore sur l'herbe lorsqu'Anne arriva, accompagnée seulement de son témoin d'armes et d'un médecin. Épernon était déjà présent, s'échauffant par des mouvements précis d'épée témoignant d'une confiance avoisinant l'arrogance. Autour du pré, dans l'ombre des arbres, d'autres figures observaient en silence. Quelques courtisans venus assister à l'événement, des agents de Guise déguisés en serviteurs, et Marie de Montpensier, dissimulée derrière un rideau de branches basses, ses yeux verts fixés sur l'homme qu'elle avait aidé à conduire à la mort. Les épées furent inspectées par les témoins selon le protocole traditionnel. L'arme d'Épernon était une rapière italienne de qualité supérieure, à lame flexible et garde élaborée qui scintillait même dans la lumière diffuse de la matinée nuageuse. L'épée d'Anne semblait identique en qualité, un travail d'orfèvre parisien à poignée d'argent gravée et lame apparemment impeccable. Personne, en dehors des conspirateurs, ne savait que l'épée d'Anne avait été soigneusement sabotée pendant la nuit. Une fissure microscopique avait été introduite à la base de la lame, invisible à l'œil nu, mais calculée pour faire céder l'arme au moment décisif. Lorsque le soleil perça enfin la brume, projetant des rayons dorés à travers la canopée, le duel commença. Anne et Épernon se placèrent à une dizaine de pas l'un de l'autre, leurs lames reluisant dans la lumière matinale comme des fragments de glace mortelle. Le silence était absolu. Même les oiseaux semblaient craindre de troubler cet instant de tension mortelle. Puis, au signal du témoin principal, les deux hommes s'avancèrent l'un vers l'autre avec la grâce mortelle de prédateurs en chasse. Les premières minutes révélèrent l'exceptionnelle maîtrise de ces deux combattants. Anne, malgré son apparence délicate, fit preuve d'une technique d'escrime surprenante, déstabilisant Épernon lui-même. Ses mouvements étaient fluides comme une danse, précis comme une incision chirurgicale, porteurs d'une élégance létale transformant le combat en une forme perverse d'art. Épernon, de son côté, combattait avec une agressivité disciplinée, fruit d'années d'entraînement militaire. Chaque coup visait non seulement à blesser, mais à humilier et dégrader son adversaire. Le premier échange de coups produisit de véritables étincelles, quand les lames se heurtèrent avec une force suffisante pour faire reculer les spectateurs par réflexe. Anne parvint à entailler superficiellement le bras gauche d'Épernon, faisant apparaître une ligne de sang qui tacha la chemise blanche du jeune duc. Épernon riposta par une estocade qui frôla le cou d'Anne, sectionnant quelques mèches de ses cheveux dorés, qui tombèrent sur l'herbe tels des pétales d'une fleur mortelle. Mais à mesure que le duel avançait, le sabotage minutieux commença à se manifester. L'épée d'Anne émit un bruit métallique subtil à chaque impact, un gémissement presque inaudible annonçant sa destruction imminente. Anne, totalement concentrée sur le combat pour sa vie, ne perçut pas immédiatement le signe de danger. Il continua d'attaquer avec une fureur croissante, ses coups devenant plus agressifs alors qu'il réalisait qu'Épernon se révélait être un adversaire plus redoutable que prévu. C'est au cours d'une séquence particulièrement intense d'attaques et de ripostes que la tragédie finit par se concrétiser. Anne avait poussé Épernon en position de recul grâce à une série brillante d'estocades, forçant son adversaire à reculer de plusieurs pas. Voyant une ouverture dans la garde d'Épernon,
Anne avança pour donner le coup final, une estocade parfaite qui aurait dû clore le duel en sa faveur. Mais au moment exact où sa lame heurta la garde de l'épée d'Épernon, le sabotage révéla son œuvre mortelle. L'épée d'Anne se brisa avec un bruit qui résonna dans les jardins comme un cri d'agonie métallique. La lame cassée s'envola dans les airs, ne laissant dans ses mains qu'un manche inutile et quelques centimètres d'acier fragmenté. Pendant un instant qui sembla s'étirer à l'infini, Anne demeura figée, fixant les restes de son arme avec une expression de choc absolu. À cet instant précis, il comprit qu'il avait été trahi non seulement par Épernon, mais par tout un système de complot orchestrant sa mort avec une précision chirurgicale. Épernon, surpris par cette rupture inattendue, mais déterminé à ne pas gâcher l'opportunité offerte par le destin, s'élança immédiatement pour asséner le coup mortel. Sa lame chercha le cœur d'Anne avec une précision révélatrice, non seulement d'une grande habileté, mais d'une soif de sang entretenue par des mois d'humiliation et de jalousie réprimée. Mais Anne, même désarmée et trahie, n'était pas un homme prêt à accepter la mort passivement. Dans un mouvement qui stupéfia tous les spectateurs, Anne jeta les débris de son épée et agrippa la lame d'Épernon à main nue. L'acier entailla profondément ses paumes, faisant jaillir le sang entre ses doigts, mais il parvint à dévier le coup fatal juste assez longtemps pour tenter une dernière tentative de défense. Mains ensanglantées, il chercha à désarmer Épernon en usant de la force brute, ses doigts glissants de sang luttant pour arracher l'épée des mains de son assassin. Ce qui suivit fut une lutte désespérée et brutale, dénuée de toute élégance aristocratique caractéristique des duels traditionnels. Anne et Épernon roulèrent sur l'herbe humide, leurs corps enlacés dans une danse mortelle, se disputant le contrôle de la seule arme restante. Le sang d'Anne tachait la pelouse verte, dessinant un motif grotesque en contraste avec la beauté sereine de la matinée automnale. Leurs gémissements de douleur et d'effort se mêlaient aux grognements bestiaux d'Épernon, formant une symphonie d'agonie qui fit reculer les spectateurs, se bouchant instinctivement les oreilles. Mais la perte de sang et le choc de la trahison faisaient payer leur tribut. Anne sentait ses forces le quitter chaque seconde davantage, sa vision se brouillant tandis que le monde autour de lui prenait une allure onirique et lointaine. Épernon, voyant la faiblesse croissante de son adversaire, réussit enfin à reprendre totalement le contrôle de son épée et à la placer pour le coup final. Le premier coup traversa l'abdomen d'Anne, pénétrant profondément dans ses entrailles avec un bruit mat qui fit vomir plusieurs spectateurs. Anne poussa un cri. Un son à la fois humain et inhumain, mélange de douleur physique et d'agonie spirituelle résonnant dans les jardins comme la lamentation d'une âme arrachée à son corps. Mais Épernon ne se contenta pas d'un seul coup. Des mois d'humiliation et de jalousie s'étaient transformés en une soif de vengeance qui ne pouvait se satisfaire que par une torture prolongée. Le deuxième coup frappa la poitrine d'Anne, traversant un poumon et faisant écumer de sang ses lèvres. Ses yeux bleus, autrefois si brillants et confiants, commencèrent à se voiler alors que la vie s'écoulait lentement de son corps. Mais il tenta encore de parler, ses paroles sortant comme des murmures sanglants que seul Épernon pouvait entendre. « Je vous pardonne. » Cette démonstration ultime de noblesse d'esprit n'enflamma qu'encore davantage la rage d'Épernon, qui percevait dans la magnanimité d'Anne une ultime forme de supériorité morale qu'il devait anéantir. Le troisième et dernier coup fut le plus cruel. Épernon retourna sa lame et l'enfonça lentement dans le cœur d'Anne, la tordant délibérément pour infliger un maximum de souffrance. Anne se cambra dans une convulsion finale de douleur, ses doigts se crispant tels des griffes, tandis que son corps luttait désespérément contre la mort qui approchait. Ses cheveux dorés, désormais maculés de sang et de terre, s'étalèrent autour de sa tête, formant une auréole profanée, symbolisant la chute d'un ange. Pourtant, même dans ces derniers instants, Anne de Joyeuse conserva une dignité qui impressionna jusqu'à ses assassins. De son ultime souffle, il leva les yeux vers le ciel matinal et murmura une prière que seuls Dieu et les anges purent entendre pleinement.
Puis, dans un dernier soupir, chargé de toute la beauté et de toute la tristesse du monde, Anne de Joyeuse expira, ses yeux bleus figeant un point lointain où peut-être il voyait ce que les vivants ne peuvent contempler. Le silence qui suivit, la mort d'Anne fut absolue et angoissant. Épernon, debout au-dessus du corps de sa victime, l'épée dégoulinant de sang, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. La fureur qui l'avait soutenu pendant le combat s'était évaporée, ne laissant qu'un vide terrible et la lente prise de conscience de ce qu'il avait réellement accompli. Autour du pré, les spectateurs commencèrent à s'éloigner, en silence, chacun emportant avec lui le souvenir d'une scène qui les hanterait pour le reste de leur vie. Marie de Montpensier fut l'une des premières à partir. Elle avait obtenu ce que son frère lui avait ordonné, la mort du favori royal. Mais le coup émotionnel avait été bien plus lourd qu'elle ne l'avait anticipé. Voir l'agonie. Dan contemplait la noblesse avec laquelle il avait affronté la trahison et la mort, avait éveillé en elle une culpabilité qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Alors qu'elle regagnait rapidement le palais, Marie ne cessait de repenser aux dernières paroles d'Anne, « Je vous pardonne », et à la façon dont ces simples mots avaient révélé une grandeur d'âme, rendant sa propre victoire aussi amère que du fiel. La nouvelle de la mort d'Anne parvint aux oreilles d'Henri III moins d'une heure après le duel. Le roi se trouvait dans ses appartements privés, tentant en vain de se concentrer sur des documents d'État, lorsque le capitaine de la garde royale entra, le visage pâle comme le marbre. « Majesté, dit-il, la voix brisée par l'émotion, j'ai une nouvelle désastreuse. Monsieur de Joyeuse, il est mort. » La réaction d'Henri III fut immédiate et dévastatrice. Il s'effondra comme s'il avait reçu un coup physique, ses genoux cédant et son corps chutant lourdement sur le siège royal. Pendant plusieurs minutes, il resta muet, ne faisant que fixer le vide, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Lorsqu'il retrouva enfin la parole, ce fut pour émettre un gémissement de douleur si profond et si bestial que les serviteurs présents se mirent à pleurer avec lui. « Amenez-le-moi », parvint-il finalement à susurrer. « Amenez mon âne à moi, tout de suite !» Et ainsi, dans une procession funèbre improvisée qui ressemblait plus à un cortège royal qu'au transport d'un cadavre, le corps d'Anne de Joyeuse fut porté à travers les jardins du Louvre jusqu'aux appartements privés du roi. Henri III insista pour recevoir le corps en personne, et lorsqu'il contempla l'état dans lequel Anne avait péri, mutilé, ensanglanté, mais encore beau d'une manière tragique et terrible, le roi poussa un cri d'angoisse qui résonna dans tout le palais. Vint alors 3 jours et 3 nuits de deuil royal, qui choquèrent même une cour habituée aux excès émotionnels de son monarque. Henri III refusa de laisser les serviteurs funéraires traditionnels préparer le corps d'Anne. À la place, il lava lui-même le corps de son favori, en peigna les cheveux dorés, l'habilla des plus riches habits dont il disposait, et le plaça dans une chambrée ardente, improvisée, dans ses propres appartements. Pendant 3 jours, le roi ne mangea pas, ne dormit pas et ne reçut personne. Il resta assis auprès du corps d'Anne, tenant sa main froide et murmurant des mots d'amour et de remords que nul d'autre ne pouvait entendre. Pierre II, l'Estoile, toujours attentif aux détails macabres de la cour, nota dans son journal « Le roi a complètement perdu la raison. Il parle aux morts comme s'il était vivant, embrasse ses lèvres glacées et jure vengeance contre tous ceux qui ont participé à cette tragédie. Je crains que la France n'ait perdu non seulement un favori royal, mais le roi lui-même, car Henri III est mort avec Anne de Joyeuse. Il ne reste plus qu'une coquille vide, animée par la douleur et le désir de vengeance. » Et en effet, la mort d'Anne marqua le début de la fin pour Henri III. Le roi qui avait gouverné la France avec un mélange d'intelligence politique et d'indulgence personnelle se transforma en une figure sombre, obsédée par la vengeance. Épernon fut immédiatement banni de la cour sous peine de mort, mais cela ne rassasia pas la soif de justice d'Henri III. Le roi ouvrit une enquête obsessionnelle pour découvrir tous les complices du complot ayant conduit à la mort d'Anne, et peu à peu,
la vérité sur l'implication de Guise et de Marie de Montpensier commença à émerger. La vengeance royale, lorsqu'elle éclata enfin, fut aussi brutale que la mort qui l'avait provoquée. Marie de Montpensier fut retrouvée morte dans ses appartements 3 mois après le duel, vraisemblablement victime d'un poison qui la fit agoniser pendant des heures avant de la faire succomber. Ses dernières paroles, selon une servante présente, furent « Anne, Anne, pardonne-moi, je te vois me pardonnant ». Le duc de Guise tenta de fuir Paris, mais fut capturé par des agents royaux et exécuté publiquement lors d'une cérémonie qui dura des heures, sa mort étant aussi prolongée et douloureuse que le pouvaient concevoir les tortionnaires royaux. Pourtant, même après que la vengeance eût été consommée, Henri III ne se remit jamais de la perte d'Anne de Joyeuse. Il continua de gouverner la France pendant 2 ans de plus, mais il était un roi fantôme, un homme dont l'âme était morte en même temps que son favori dans ce pré ensanglanté. En août 1589, presque 2 ans jour pour jour après la mort d'Anne, Henri III fut assassiné par Jacques Clément, un moine fanatique qui le poignarda lors d'une audience. Les dernières paroles du roi, selon les témoins, furent « Anne, enfin, Anne ». Le corps d'Anne de Joyeuse fut enterré lors d'une cérémonie secrète dans une chapelle privée du palais. Mais sa tombe devint un lieu de pèlerinage pour une élite de la cour qui le voyait non seulement comme un favori royal mort, mais comme le symbole d'une époque révolue. Des lettres découvertes des décennies plus tard révélèrent qu'Anne pressentait sa propre mort, écrivant à un cousin éloigné « Je sais que mes jours sont comptés. Le pouvoir que j'ai conquis était bâti sur la jalousie et la haine, et ces sentiments trouvent toujours un moyen de se manifester. Mais je ne regrette rien. J'ai vécu intensément, aimé profondément, et je mourrai avec honneur. » Quoi? D'autre un homme peut-il demander? L'histoire d'Anne de Joyeuse et des mignons d'Henri III devint une légende sombre qui hanta la cour française pendant des générations. Elle servit d'avertissement sur les dangers du favoritisme royal excessif, sur la fragilité d'un pouvoir reposant uniquement sur le caprice personnel et sur la façon dont la beauté et l'intelligence, non tempérées par la prudence, peuvent mener à la destruction. Mais peut-être la leçon la plus profonde de la tragédie d'Anne porte-t-elle sur la nature humaine, comment l'amour peut se muer en obsession, comment la jalousie peut évoluer en haine mortelle, et comment même les plus beaux et les plus talentueux d'entre nous sont soumis aux mêmes passions destructrices qui régissent le cœur humain. Dans les années qui suivirent la mort d'Anne et la chute de la dynastie des Valois, historiens et chroniqueurs tentèrent de comprendre ce qui s'était réellement passé dans ces jardins du Louvre à cette matinée brumeuse d'octobre. Certains y virent une purification nécessaire, l'élimination d'une influence corrompue, sapant l'autorité royale. D'autres interprétèrent la tragédie comme l'assassinat lâche d'un jeune homme dont le seul crime avait été d'être un trop aimé de son roi. Mais peut-être la vérité est-elle plus complexe et plus humaine que toute interprétation politique ou morale ne pourra jamais la saisir. Anne de Joyeuse fut, avant tout, un produit de son temps, une ère où la beauté masculine pouvait être une forme de pouvoir, où l'intimité personnelle avec le monarque pouvait déterminer le destin des nations, et où les passions privées des puissants avaient des conséquences publiques dévastatrices. Il vécut dans une cour où l'amour et la politique étaient indissociables, où la survie dépendait de la capacité à naviguer entre alliances volatiles et inimitiés mortelles, et où un sourire valait parfois plus qu'une armée. Mais Anne fut également victime de forces qui transcendaient son époque, la jalousie éternelle que les mortels éprouvent pour ceux qu'ils jugent touchés par les dieux, le ressentiment que les médiocres nourrissent envers les exceptionnels et la tendance humaine à détruire ce qu'ils ne peuvent posséder ou comprendre. Sa beauté extraordinaire, qui aurait dû être sa plus grande bénédiction, devint sa malédiction. Son intelligence politique, qui aurait dû assurer sa sécurité, n'a fait qu'intensifier la haine de ses ennemis et son amour sincère, et pour le roi, qui aurait dû être sa protection, fut en fin de compte la source de sa vulnérabilité. La mort d'Anne de Joyeuse, dans un duel saboté à cette froide matinée d'octobre 1587,
symbolisa plus que la fin d'une vie individuelle, elle marqua la fin d'une ère, la clôture d'un chapitre de l'histoire française qui ne se répéterait jamais. Avec sa disparition, s'éteignit l'idée que la beauté et l'amour pouvaient être des formes légitimes de pouvoir politique. Les rois qui suivirent apprirent à tenir leurs favoris personnels à l'écart de leurs conseillers politiques, à ne plus jamais laisser le cœur gouverner l'État de manière aussi directe et périlleuse. Mais peut-être l'aspect le plus tragique de l'histoire d'Anne est-il que sa mort fut, en fin de compte, inutile. Il n'est pas mort parce qu'il représentait une menace réelle pour le royaume, mais parce qu'il symbolisait une forme de pouvoir que ses ennemis ne pouvaient accepter. Il n'est pas mort parce qu'il était corrompu ou incompétent, mais parce qu'il était différent, parce qu'il défiait les attentes traditionnelles quant à la manière dont le pouvoir devait être exercé et par qui. Sa tragédie fut d'être un homme du futur vivant dans une époque encore prisonnière du passé, un individu dont la vision du monde précédait de plusieurs siècles son temps. Et ainsi, lorsque le dernier soupir s'échappa des lèvres d'Anne de Joyeuse ce matin fatidique, mourut avec lui non seulement un être remarquable, mais toute une possibilité historique, celle que le pouvoir put s'exercer par la séduction plutôt que par la force, par la beauté plutôt que par la brutalité, par l'amour plutôt que par la peur. La France ne revit jamais rien de tel que l'ère des Mignons, et peut-être est-ce là la plus grande des tragédies. Non seulement qu'Anne ait péri, mais qu'avec lui est disparue une forme plus humaine et plus belle d'exercer le pouvoir.